America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء تكون لعنة عليكم. نبديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Histoire en marche est une émission réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Hahali, Mariam Abdou pour vous accompagner au micro. Le 29 novembre 1947, le plan de partage de la Palestine élaboré par le Comité spécial des Nations Unies est adopté par le vote de la résolution 181, ainsi faisant une entité expansionniste et artificiellement créée et dès lors soutenue militairement, financièrement par ceux qui l'ont créée. En juillet 2014, Barack Obama affirmait « Les budgets sont serrés à Washington, mais notre engagement envers la sécurité d'Israël, dira-t-il, demeure à toute épreuve ». Au fil des années, l'aide américaine a permis d'acheter des équipements militaires sophistiqués, dont des avions de combat F-35, des avions KC-46A Boeing Pegasus, et c'est sans compter les armes légères, telles que les fusils M16 utilisés par les snipers dans l'assassinat de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh. Et quelle ironie, une arme livrée par Washington pour exécuter la journaliste possédant la nationalité américaine. Les sionistes sont des assassins aux agissements terroristes, refusant toute forme de paix. Pour Naftali Bennett, aucune concession ne sera faite. Soyons clairs, nous ne permettrons en aucun cas au gouvernement israélien de reconnaître un État palestinien. Nous ne permettrons pas à Israël de remettre même pas un centimètre de terre aux Arabes. Avec nous en ligne, monsieur Jacob Cohen, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes écrivain, militant antisioniste. Monsieur Jacob Cohen, aujourd'hui, et pour agir de la sorte, il faut avoir des complicités, tels ceux, par exemple, qui ont serré la main du diable. Ah ben évidemment, mais tout le monde est complice dans cette affaire. Vous savez, les grandes puissances sont complices, l'Europe est complice, le monde arabe est complice aussi. Il est complice par son silence. Moi, personnellement, oui. Le fait d'accepter l'idée d'un État palestinien vivant en paix à côté d'Israël, c'est une supercherie monumentale. Et cela ne fait que le jeu d'Israël. Et c'est pour ça que Israël ne passe pas pour un État brutal comme on a connu au temps du protectorat français en Afrique, etc. Une Palestine au seuil de l'indépendance avec un parlement, un gouvernement, un président qui voyage librement à l'étranger, qui rencontre le secrétaire général de l'ONU, etc., etc. C'est une fiction. Ça veut dire qu'on continuera à maintenir cette fiction qu'un État palestinien peut vivre à côté d'Israël. Or, il n'en est pas question. Et le régime sioniste l'a montré depuis 30 ans. Enfin, 30 ans quand même, ça devrait suffire. Qu'ils n'ont aucune intention de donner une indépendance aux Palestiniens. Il faut attaquer Israël ou le régime sioniste dans sa légitimité. Moi, c'est mon opinion personnelle. Voilà. C'est-à-dire que ayant vu que de toutes les façons, il n'y aura jamais un État palestinien vivant en paix à côté d'Israël, véritablement indépendant, il faut que les Palestiniens, il faudrait, appuyés par les révolutionnaires arabes, tous ceux qui refusent la capitulation, de dire, nous refusons, prenez tout et nous allons nous battre comme en Afrique du Sud, un homme, une voix. Et je pense que ce moyen de lutter finira par entrer dans l'opinion publique internationale. Fondamentalement, l'État d'Israël est un allié majeur du monde occidental. D'accord ? Oui. Voilà. Ça, c'est un fait. Il faut jamais l'oublier. Je regrette de le dire. Les Européens sont des hypocrites. Ils ne font que enivrer
les Palestiniens et les Arabes dans un discours flagorneur du style « oui, nous sommes contre l'occupation, la colonisation ». Cette semaine, les Israéliens ont donné l'autorisation de construire 4000 logements en Cisjordanie occupée. Chaque mois, ils grignotent petit à petit ce qui reste de la Cisjordanie. Les États-Unis ont fait semblant de condamner, ils ont exprimé leur mécontentement. Mais je vous fais remarquer qu'il y a déjà 800 000 colons, alors qu'au moment des accords d'Oslo, il y avait seulement 150 000. Donc, je suis désolé de le dire, le monde arabe a beaucoup de moyens financiers quand même. Vous savez, les sionistes, ils ont des moyens. Il y a un milliardaire juif américain qui achète à n'importe quel prix tout bâtiment Jérusalem-Est. Vous savez, moi par exemple, plusieurs fois à Beyrouth, j'ai donné cette idée. Il y a ce qu'on appelle la détention administrative en Israël. Il y a une députée, une femme palestinienne, Khalida Jarrar, qui est arrêtée régulièrement, sans mandat, sans procès, sans avocat, sans rien. Combien de fois j'ai demandé, mais bon Dieu, lançons une campagne mondiale, on a du fric. Alors mettons des millions de dollars, que le monde sache que cette démocratie, soi-disant démocratie juive, est une saloperie finie. Mais malheureusement, je suis dans le regret de vous dire que moi et d'autres, nous parlons un peu dans le désert, voilà. Vous avez évoqué les colonies qui ont une importance, faut-il le préciser, militaire et politique, puisqu'elles sont édifiées dans des zones supposées appartenir aux Palestiniens. Nous avons également parlé de ces arbres qui, selon certains, seraient futiles, mais précisons que arracher l'arbre de l'autre pour les sionistes, c'est justement pour planter le sien. C'est le symbole des racines sociales et culturelles. Donc, tout n'est pas que dans la métaphore. Vous aviez parlé du front du refus et de ces milliards qui pourraient être versés par des capitales arabes. Sauf qu'aujourd'hui, ça semble être un peu difficile quand on sait que plusieurs capitales arabes ont normalisé avec Israël et donc consentent cette politique de répression qui est menée. C'est vrai. Mais en même temps, on peut ne pas s'adresser aux États. Mais on peut s'adresser à des hommes d'affaires, à des intellectuels. Je suis sûr qu'il y a des mécènes arabes qui peuvent donner, mais il faudrait à ce moment-là l'utiliser à des causes qui portent. Vous savez, la propagande est presque superficielle dans le monde arabe. Le monde arabe, il sait tout ça. Ce qu'il faut convaincre, c'est la société occidentale, c'est l'opinion publique occidentale. Voilà. Vous savez comment font les sionistes? Je me souviens de ce soldat Gilad Shalit. Ils ont tellement matraqué son nom que son nom est devenu un symbole. Monsieur Jacob Cohen, quand les forces d'occupation israéliennes utilisent des chars pour détruire des maisons entières, quand ils utilisent tout leur arsenal militaire pour bombarder Gaza, ça ne choque pas outre mesure, en tout cas, c'est un choc qui ne dure pas dans le temps. Mais quand on parle de résistance armée palestinienne, l'on l'associe, hélas, dans les capitales occidentales et parfois arabes malheureusement, à du terrorisme avéré. Écoutez, j'ai parlé dans un livre sur les Sayanim. Ce sont des juifs sionistes qui travaillent pour le Mossad. Ils sont 3 à 4 000 en France, ils sont 10 000 ou 15 000 aux États-Unis, etc. Et ils sont implantés dans tous les centres de gestion et de décision, notamment les médias. Donc, ils façonnent les médias. Donc, on ne peut pas attendre grand-chose des médias occidentaux. Il faut tirer la conclusion qu'on ne peut pas attendre grand-chose des médias occidentaux parce qu'ils sont vendus, parce qu'ils ont des complicités, etc., etc. Parce qu'ils ont une cause qui est la leur. Ah oui, bien sûr. Et je regrette de le dire, ils savent la défendre. Voilà. C'est-à-dire, ils ont réussi à placer des gens dans les médias, dans l'édition, etc. Le monde arabe a une guerre de retard. La cause arabe a une guerre de retard sur Israël dans le monde occidental. Cela ne sert à rien de se lamenter, c'est une réalité. Il faut l'analyser et se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Monsieur Jacob Cohen, dans un précédent entretien, vous nous disiez que vous aviez appartenu à la jeunesse sioniste. Je parle sous votre contrôle. Oui, un mouvement de jeunesse sioniste au Maroc, oui. Quelles étaient ses finalités? Bon, le Mossad s'est introduit au Maroc dès 1948. Ces mouvements de jeunesse sionistes, c'était pour formater des jeunes, les influencer et leur dire que leur avenir est en Israël. Vous savez que les juifs marocains, traditionnellement, n'étaient pas tellement pro-sionistes. C'est-à-dire, pour eux, les sionistes étaient des renégats, parce qu'ils étaient athées.
Oui. Et donc, on les voyait d'un mauvais œil. Et les sionistes ont eu beaucoup de mal à faire partir les juifs. Donc, ces mouvements de jeunesse, moi, ça m'a attiré parce que quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, vous savez, j'avais 16-17 ans, parce que je savais pas grand-chose de la vie à l'époque, surtout dans les années 50. Donc, il m'a dit, voilà, il y a un mouvement de jeunesse clandestin, on apprend des choses sur Israël. Donc, je suis rentré. C'était une façon de recruter des jeunes, soit pour faire partir en famille, soit eux-mêmes pour faire partir ces jeunes. Et pour faire de la propagande, il y a certains qui étaient emmenés en Israël et qui revenaient comme des agents. Oui. Moi, j'ai pas fait ça parce qu'à 20 ans, j'avais quitté, mais je sais qu'il y avait des gens qui, à 20 ans, 25 ans, 30 ans, menaient d'autres actions. Je sais que, par exemple, ils avaient des entrepôts clandestins pour fabriquer des faux papiers, avec des armes, des entraînements militaires. Moi, je l'ai pas subi. Mais je sais qu'il y avait ça. Donc, ces jeunes, après 20 ans, ils avaient d'autres actions, voilà. La finalité était la dépossession des Palestiniens de leurs terres et puis l'implantation globale sur la terre palestinienne. Ah bah tout à fait. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai écrit quelque part que Israël, ou le sionisme, est le seul occupant au monde, dans l'histoire universelle, qui, lorsqu'il a conquis un territoire, n'a rien gardé des possessions de ce territoire. C'est-à-dire, Israël a détruit, rasé 450 villages, avec des entrepôts. Il y avait des fermes, des vergers, des arbres. Il y avait de tout, des magasins. Ils ont tout rasé. C'était très malin de leur part. C'est-à-dire que ils ont voulu effacer toute trace de ce qui était la Palestine, même matériel, même culturel, même architectural. Et donc, ça, c'était vraiment dans leur projet. Vous savez, dès les années 20 et 30, ils avaient déjà ce projet d'effacer toute trace de ce qui était la Palestine. C'est pour ça que je dis, malheureusement, le monde arabe, ou le monde du refus, si vous voulez, ou le front du refus, ou la résistance arabe, oui. J'ai l'impression que parfois, si elle a une idée de ce qui se passe, elle ne trouve pas les moyens de le contrer. Parce que le projet sioniste est un projet, je dirais presque diabolique, cynique, satanique, de détruire, de déposséder. Ils connaissent, les sionistes savent. Vous m'avez parlé tout à l'heure des arbres et des maisons. Oui. Mais parce que, justement, les sionistes connaissent la valeur de l'arbre et d'une maison pour un Palestinien. Et donc, vous savez, ils détruisent des milliers de maisons, des milliers d'arbres. Mais ils le font exprès parce qu'ils veulent supprimer l'attachement des Palestiniens à leur terre et de tout ce qu'elle représentait. Quand je dis, moi, il faut se battre d'une autre façon, c'est-à-dire, il faut attaquer le sionisme dans ce qu'il a d'idéologie coloniale, oppressive, qui ne peut pas vivre en paix. Il faut démontrer, on peut le démontrer. D'ailleurs, combien de fois les Arabes lui ont proposé la paix, ils l'ont rejeté avec mépris. D'ailleurs, vous remarquerez que si Bennett dit il n'y aura pas d'État palestinien, oui. Vous remarquerez dans la même semaine ou la semaine d'avant, le ministre de la Défense ira voir Mahmoud Abbas à Ramallah et le caressera dans le sens du poil et lui dira on va vous faire ceci, on va vous faire cela, etc. Donc, il faut apprendre à décrypter tout ça. Il faut s'allier avec des organisations occidentales, américaines, européennes, etc. Mener des combats en commun. Ce qu'il faut convaincre, ce sont les opinions publiques occidentales. Voilà. Sinon, pas grand-chose ne bougera. Elles sont plus acquises que les politiques occidentaux, monsieur Jacob Cohen, les populations occidentales. C'est-à-dire, si on les sensibilise, oui, on peut faire de l'entrisme, s'introduire dans des organisations, dans des partis, sensibiliser. Écoutez, c'est un travail de longue haleine. Je ne vois pas d'autre solution, voilà. Il faut être radical. Oui. Radical dans le sens où il faut mettre dans la tête que toute solution pacifique avec le régime sioniste est impossible. Voilà. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il est là, il est venu pour détruire, pour s'implanter au profit de l'impérialisme occidental et pour servir ses intérêts. Pourquoi est-ce que la résistance armée n'est pas un paramètre à prendre en ligne de compte? Malheureusement, la situation actuelle des Palestiniens est que la résistance armée, ils ne peuvent la mener ni d'Égypte, ni de Jordanie, ni de Syrie, un peu du Liban et encore. Bon, donc ce territoire, il est quadrillé, il est surveillé. Attendez, je ne rejette pas ça. Je dis que ça peut apporter un plus de créer surtout l'insécurité parce que, contrairement à ce qu'on pense, les Israéliens ont énormément la trouille
des attentats, des Arabes, des Palestiniens, etc. Contrairement à leur arrogance et tout. Oui. Et donc, c'est très bien qu'il y ait ces actions qui sèment la panique. Et il y aura des actions comme ça. Seulement, il ne faut pas oublier que la police palestinienne, elle travaille main dans la main avec Israël, etc. Donc, une organisation comme ça, elle n'aura pas le temps vraiment de se développer, de se construire, que déjà, elle sera démantelée. Il est bon d'envisager qu'il y ait des actions comme ça, individuelles, qui sèment la panique au sein du peuple israélien. Voilà. Monsieur Jacob Cohen, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Jacob Cohen est écrivain, militant antisioniste. Soyons clairs, utilisons des appellations communes pour éviter toute confusion. Israël est une entité dirigée par des assassins, des tueurs d'enfants, des brigands, agissant en dehors de toute morale, foulant aux pieds toutes les règles, sans aucune intention de paix, assumant ces assassinats, dont le premier, celui du médiateur de l'ONU pour la Palestine, le comte Folke Bernadotte. C'était le 17 septembre 1948 à El-Rotz que cette entité organisait son assassinat. Ce crime avait pourtant suscité alors une condamnation unanime et une profonde émotion, avec une minute de silence lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est dans l'indifférence générale qu'Israël, au sein d'un musée dépendant de son ministère de la Guerre, assume la responsabilité du meurtre du premier diplomate chargé de régler pacifiquement le conflit israélo-arabe. Les forces d'occupation agitent leur unité Dov Divan, spécialisée dans la réalisation des tâches dites spéciales. Les éléments de cette unité travaillent au sein des agglomérations palestiniennes, raison pour laquelle ils doivent avoir des traits orientaux pour qu'ils n'éveillent pas les soupçons à leur égard lorsqu'ils se déguisent pour accomplir les tâches qui leur sont assignées. L'unité Dov Divan a souvent recours à des experts de maquillage et de déguisement qui travaillent 24 heures sur 24 avec les éléments de cette formation fondée par Ehud Barak en 1987. La plupart des assassinats ayant ciblé des cadres de l'intifada palestinienne ont été perpétrés par des éléments de l'unité Dov Divan. Avec nous pour en parler, Monsieur Jean-Paul Chagnolot. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste des questions palestiniennes, directeur de la revue Confluence méditerranéenne. Monsieur Jean-Paul Chagnolot, dans l'un de vos articles intitulé « Les assassinats ciblés ou comment détruire un processus politique », vous expliquez, et là je vous lis, « Israël dispose de services spéciaux très structurés, expérimentés, le Mossad pour les actions extérieures et le Shabak pour l'intérieur et les territoires occupés. Ces derniers identifient la personne, autant dire que cette pratique est carrément institutionnalisé. » Cet article dont vous parlez, il analysait une situation qui avait lieu essentiellement à l'époque de l'intifada, oui, où il y a eu effectivement une politique systématique d'assassinats ciblés avec des contradictions politiques importantes, parce que finalement, loin de pouvoir casser toute forme d'engagement, ça a bien souvent eu l'effet contraire. Il y a eu au contraire davantage de mobilisation face à cela. Votre article, faut-il le préciser, date de 2013, monsieur Chagnolot. Vous expliquez qu'en quelques années, le Shabak va faire assassiner près de 300 personnes. C'était vraiment l'idée de casser le mouvement de résistance qu'il y avait à ce moment-là dans les territoires occupés. Je pense que c'était pas du tout comme la première intifada. Là, il s'agissait d'une véritable intifada armée. Cette intifada a fait des milliers de morts. Il y a eu près de 4000 morts du côté palestinien et environ 1 millier du côté israélien. Donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement dur. Et dans ce cadre-là, eh bien, il s'agissait d'assassiner
il n'y a pas d'autre terme, hein, j'insiste sur ce sujet-là, assassiner les militants les plus engagés, les leaders les plus engagés. Il y a eu quelques exceptions, il y a eu des leaders qui n'ont pas été assassinés, je pense notamment à Marwan Barghouti. Oui. Ils ont choisi de le prendre, c'était en 2002, et de le mettre en prison. Il est toujours en prison aujourd'hui. Il est à perpétuité s'il n'y a pas des bouleversements politiques. Il y a eu également des tentatives d'assassinat ratées, telles que la tentative d'assassinat de Khaled Mash'al. Alors là, c'est antérieur. Effectivement, là, c'était à l'étranger. C'était une situation où, effectivement, le Mossad a manqué son affaire, ou plutôt, il a réussi. Mais comme ça se passait à l'étranger, en Jordanie en l'occurrence, il y a eu un bras de fer diplomatique pour qu'immédiatement, on puisse soigner Mash'al qui avait été empoisonné. Et donc, ça a été réglé sur le plan politique. C'était pas raté, mais ça a été en fait contré par la position très ferme qu'a eu à ce moment-là la Jordanie quand ça s'est passé en Jordanie. Vous évoquez aussi, Monsieur Chaniolo, vous évoquez Yahya Ayesh, un des chefs militaires du Hamas, assassiné le 5 janvier 1996 par une mini-bombe placée dans son téléphone portable, expliquant en filigrane qu'il s'agit d'une volonté délibérée de stopper les processus politiques engagés. Vous voyez, c'est très important quand on parle d'assassinat ciblé, c'est de recontextualiser. Et c'est important de donner l'année, comme vous venez de faire à l'instant, 1996, c'est-à-dire à un moment où c'était quelques mois après l'assassinat de Rabin en novembre 1995, assassinat par un Israélien extrémiste, a ouvert une période d'incertitude. Et là, les Israéliens ont décidé de mettre un terme à un processus et donc de faire de la provocation. Ça a été une provocation, incontestablement. Il y a eu également d'autres assassinats. Vous citez Raad Karmi, tué le 14 janvier 2002. Là encore, vous expliquez le choix du moment qui, écriviez-vous, était déterminant puisqu'un mois plus tôt, Yasser Arafat, précisez-vous, avait annoncé sa volonté d'instaurer un cessez-le-feu. Vous précisez que le Shabak, qui n'avait pas réussi une première fois à éliminer Karmi, est revenu à la charge pour convaincre Ariel Sharon de le faire exécuter. Il faut bien comprendre aussi que la décision d'assassiner est une décision politique la plupart du temps, quand il s'agit de personnages importants, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, il y a forcément des options politiques différentes. Mais à mon sens, l'assassinat ciblé, la plupart du temps, ne freine en aucun cas un mouvement de cette ampleur. Je crois que les forces politiques en Israël, qui étaient sous l'égide de Sharon, et globalement de la droite et de l'extrême droite, ne voulaient plus d'Oslo. C'est ça l'idée fondamentale à partir de 2001-2002. Ils ne voulaient plus d'Oslo. Ils disaient même que Oslo n'était pas la solution, mais le problème. Et si on revient, si vous me permettez un instant, sur l'Algérie, la France a commis des assassinats ciblés de grands leaders algériens. Ce sont des hommes qui auraient pu, évidemment, être des interlocuteurs politiques de grande importance. Et on a choisi délibérément de les assassiner. On pense qu'en supprimant les hommes qui se dressent contre une oppression, on pense qu'on va pouvoir casser un mouvement. Au pire, on gagne un peu de temps, mais finalement, on en perd beaucoup. Alors, en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, les gens qui voulaient, notamment au Hamas, assumer une résistance, mais qui étaient aussi capables de faire des ouvertures politiques, eh bien, on les a supprimés. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une impasse totale 20 ans plus tard. Il n'y a jamais eu autant de colonisation et aussi de morts, parce que là, on parle d'assassinats ciblés, c'est-à-dire qu'on vise un certain nombre de responsables politiques, de militants politiques, de cadres, globalement, mais depuis le début de l'année 2022, il y a eu des dizaines et des dizaines de Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne, et ce ne sont pas des assassinats ciblés, ce sont des assassinats tout court contre ceux qui se lèvent contre une occupation et une colonisation. Monsieur Chaniolo, quand les capitales occidentales parlent de la volonté d'Israël, je les cite, de faire la paix, et que c'est les Palestiniens qui entravent ce processus, ce serait quoi ? C'est un mensonge pur et simple, une hypocrisie totale, il n'y a pas d'autre terme, c'est pas vrai. Le gouvernement israélien, surtout les gouvernements depuis une bonne dizaine d'années, récusent l'idée même d'une perspective politique de règlement du conflit israélo-palestinien. Ils ne veulent pas d'un État palestinien, et ils veulent absolument, disons, consolider leur situation de dominant et accélérer, comme ils le font depuis 10 ou 20 ans, une colonisation de tous azimuts, ça on le voit bien. Et donc les chancelleries occidentales qui pourraient prétendre qu'Israël souhaite la paix, il faudra comprendre que cette paix est une paix israélienne, c'est-à-dire une paix d'occupants, et qui n'a aucune chance à terme de pouvoir se maintenir, consolider
une domination par la colonisation et bien entendu avec le moyen de l'occupation. Et quand on parle de l'occupation, ça signifie une occupation militaire. Et quand on parle d'une occupation militaire, ça veut dire que la violence est présente quotidiennement et qu'en particulier, il y a des textes israéliens très clairs qui donnent des grandes facilités aux soldats de l'occupation de tirer lorsqu'ils s'estiment en danger. Et ce danger est évidemment évalué de manière parfaitement subjective, ce qui conduit à ce que des jeunes Palestiniens ou des moins jeunes ou des journalistes, comme ça s'est passé avant-hier, soient tués. Voilà la réalité. L'occupation signifie qu'on peut tuer librement. Alors on n'est plus dans les assassinats ciblés, c'est une espèce d'arbitraire du meurtre. On peut tuer en toute impunité, et c'est bien ça le grave problème aujourd'hui, et qui est totalement ignoré par l'Occident, surtout aujourd'hui, dans cette période très particulière, qui est dominée par la guerre en Ukraine. Après que les hiérarchies politiques et militaires aient donné leur accord, faut-il le préciser? Non, parce que c'est plus compliqué. Dans les assassinats ciblés, il y a une décision qui est prise à un échelon plus ou moins important sur le plan politique, selon l'importance de la décision à prendre. Oui. Mais en ce qui concerne les soldats dans le territoire occupé de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, oui, c'est un texte qui permet aux soldats de tirer en toute impunité dans bien des circonstances. Et par conséquent, ça leur donne une sorte de certificat d'impunité. C'est ça. Et donc, ils tirent à vue. Là, c'est une décision globale qui est prise et qui permet à l'armée d'occupation de tirer quelquefois sans aucun discernement. Une fois encore, j'ai pas le détail, on n'a pas encore le détail de la mort de cette journaliste, mais c'est clairement que ça s'inscrit dans ce contexte. Merci infiniment, Monsieur Jean-Paul Chagnollot, d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Jean-Paul Chagnollot est professeur émérite des universités, spécialiste de la question palestinienne, directeur de la revue Confluence méditerranéenne. Il y a eu des cas où on a tiré sur des Palestiniens, vu des cadavres, frappé, giflé des Palestiniens quand ils étaient amenés à la base. Et je pourrais continuer. Mais en fait, ces moments où on entrait dans les maisons de gens en pleine nuit en leur prenant leur dignité, ce sont ceux-là qui m'ont vraiment affecté. On lâche des tonnes de bombes sur des maisons et on tue des familles entières. L'été dernier, après la guerre à Gaza, les soldats ont commencé à venir nous trouver pour nous raconter ce qui s'était passé, nous parler des règles de l'engagement, des ordres sur la façon de faire feu sur les gens, sur les civils, sur tous ceux qui se trouvaient là. Et les soldats ont commencé à nous en parler et nous avons écouté des choses auxquelles nous n'avions jamais été exposés. Les ordres qu'ils ont reçus étaient très simples. Il n'y avait pas de civils dans la bande de Gaza lorsqu'on y combattait. Un petit exemple peut-être, des soldats de bataillons armés nous ont dit qu'ils avaient reçu des ordres de la part d'officiers disant que s'ils voyaient une personne autour d'eux, dans un rayon de 300 à 500 mètres, à l'endroit où ils étaient positionnés, ils avaient le droit de tirer pour tuer. C'est devenu, en des termes amusants que les soldats eux-mêmes nous ont livrés, comme un jeu vidéo. Au-delà de l'indignation que l'assassinat de la journaliste Shireen Abu Akleh a suscité, la politique menée avec minutie par tous les gouvernements qui se sont succédés a pour objectif l'extermination de tout un peuple, son remplacement par un autre. Cette démarche perfide ne doit en aucun cas être sous-considérée dans des actes de folie meurtrière. Ces soldats engagés dans des opérations terroristes liquident froidement ceux qui empruntent le chemin du savoir. Cette Palestinienne évoque l'assassinat de son fils désarmé. Il était sur le chemin de l'école. طفل ذاهب إلى مدرسة أيضا تم اغتياله وقتله بدم بارد. هذه الأم الصابرة الصامدة التي تلقت خبر استشهاد ابنها وأصرت ألا يبكي أحد على الشهيد. لن تدرك فلسطين غالية ولكن فلذات أكبادنا أيضا غالية. على هذا العالم أن يخجل من نفسه ويقوم بحماية أبناء شعبنا. Cette exécution a eu lieu le jour de l'assassinat de la journaliste palestinienne. Les Palestiniens en témoignent. في الصباح الباكر مجموعة من الطلاب يعني تقف أمام مدرسة الهاشمية في البيري. يقوم الاحتلال بإطلاق النار بشكل مباشر على الطلاب. تم إطلاق النار بشكل مباشر على المنطقة العلوية أمام أطفال عزل. كنا مروحين من المدرسة مع بعض زي دايما عادي. مركين من عند المستوطن بنروح طريقنا من الغاب. كان في جيش عند المستوطن وطخوا ثائر بسدي الله يرحمه.
وبس لما طخوا خدناه على المستشفى وهي استشهد الله يرحمه. Dans une hypocrisie des plus absolues, l'entité sioniste dit vouloir coopérer dans le cadre d'enquêtes diligentées de part et d'autre avec les autorités palestiniennes. Mayakim Wibisono est diplomate indonésien. Il a été rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Palestine entre 2014 et 2016. Il a tenté d'enquêter, mais l'entité l'en a empêché. Écoutez cette interview. When I was assuming the responsibility as the UN Special Rapporteur on the occupied Palestinian territory, I was informed by the President of Human Rights Council that actually the access to the occupied territory will be granted. Yeah. Yes. Therefore, I can work. Yeah. So this is the understanding that I got start from the beginning. I asked for the reasons for conditions that I can work, because it is impossible for me to do my work without the visit to go to the area. Because as you are aware, all reports done by others is good or are good, yeah, but there are facts, but also there are interpretation of the facts, yeah. But if I can go there by myself, yeah. Yes. So I will see by myself the real situation, the facts, yeah, and then I can make my recommendation based on the facts, yeah. Yes. But I did request several times, 5 times. I make a letter to the government of Israel, but there is no response. On the last letter, written in the 13th of October 2015, I wrote request to be able to visit the occupied Palestinian territory, and from October to, the period is from October to December 2015, yeah? But till the 31st December 2015, yes. Yeah, there is no response, yes. From the government of Israel, yeah, as usual. So it means that it is actually impossible for me to work effectively without the access, so therefore that's the reason why I resigned from the mandate. Mr. Makarim Wibisono, I beg your pardon, but I should translate. Monsieur Makarim Wibisono, vous nous dites que quand vous avez été nommé rapporteur spécial des Nations Unies, vous avez été informé par le président du Conseil des droits de l'homme que votre accès au territoire occupé était garanti et que vous pouviez travailler parce qu'il vous semblait évident que vous ne pouviez exercer sans être sur place. Les rapports faits par vos prédécesseurs, dites-vous, étaient bons, mais il vous fallait constater de visu et être sur le terrain afin d'établir des recommandations. Vous avez fait dans ce sens et afin de vous rendre sur les lieux, plusieurs requêtes, 5 au total, aux autorités israéliennes, mais en vain. Dans votre dernière lettre, en date du 30 octobre 2015, vous demandiez à vous rendre dans les territoires palestiniens occupés, mais vous n'avez obtenu encore une fois aucune réponse. C'est pour cela, dites-vous, que vous aviez démissionné. Monsieur Makarim Wibisono, vous avez exprimé votre profond regret de ne pas pouvoir vous rendre sur place et vous avez déclaré, hélas, mes efforts pour aider les victimes palestiniennes des violations israéliennes ont été toujours freinés. Mr. Makarim Wibisono, you expressed your deep regret and you said, unfortunately, my efforts to help improve the lives of Palestinian victims of violation under the Israeli occupation have been frustrated every step of the way. I wait for the openness of the eyes of the international community what the real situation in the occupied Palestinian territories. The human rights situation in the occupied Palestinian territories is worsening compared to last years or last 2 years. So there is a need for help here to mitigate the suffering of the Palestinian people in the ground. They are having a serious problem on the issues of housing demolition, on the administrative detention, yes. on the problems of settlements, on the problems of children who detain, not in accordance with the international humanitarian law, and actions taken by the occupying powers, which is not in line with the international humanitarian law and international human rights law.
Vous nous dites, Monsieur Makarim, que vous souhaitiez au départ ouvrir les yeux de la communauté internationale sur la réelle situation dans les territoires occupés palestiniens, une situation plus précaire que l'année précédente ou encore celle d'avant. Les Palestiniens, dites-vous, ont besoin d'aide. Il y a un sérieux problème de démolition, encore de détention administrative. La situation est en dehors de toutes les lois, de toutes les règles internationales. Mr. Makarim Wigisonu, thank you very much to have been with us. Thank you very much, Mr. Makarim. You are welcome. Pour la première intifada, Ishaq Rabin ordonna à ses soldats de briser les os des lanceurs de pierres. Rabin a bien sûr nié avoir dicté ses actes. Il a par ailleurs reconnu avoir ordonné d'exercer de façon extrajudiciaire force, puissance et frappe contre les civils. Ces actes de violence illégaux se poursuivent, non seulement contre des adultes, mais aussi contre des enfants palestiniens. اللي بيمسك الحجر قدام الدبابة مش أكبر رسالة للعالم وبيستشهد هذا البطل إحنا فخورين بهم. Les Palestiniens croisent, frôlent et côtoient la mort au quotidien. Celle-ci, la mort, que tout un chacun craint, revêt pour les cueillir, les couvrir et les protéger son linceul blanc. Les enfants de Reza ont été enfermés, puis affamés, pour devenir par la suite une cible et être gazés. Toutes les lignes ont été franchies, mais rien ni personne n'ira briser leur siège. يجي يشوف حالتنا يشوف أولادنا كيف مرتمين في الصفوف قاعدين على البلاط لا في فراش ولا أكل ولا مي ولا كهرباء. هذه حياة هذا حصار هذا أكبر حصار هذا أعظم حصار لإسرائيل. بقول يعني يشوفنا كيف عايشين هنا مرميين لا بنروح بنلعب ولا بنضحك ولا بنتعلم ولا بنحضر برامج أطفال. بفتح التلفزيون بلاقي كله تشييع جنازات وطخ وموت وحرب دبابات واجتياح. بلاقيت برامج أطفال أتسلى أتعلم منهم بلاقيش رسوم متحركة ألعب أتفرج علينا أتسلى كل تشييع جنازات ولا حاملين شيء بطخه. إحنا هنا لا في أكل ولا مي ولا شرب ولا إشي إحنا هنا مرميين. إحنا علينا حصار ولا بناكل ولا بنشرب ولا إشي بيسوونا ولا بيفتحوا المعابر حتى يعبرنا أكل أو أشياء. Israël agite ses soldats, journalistes, analystes, diplomates, tous y vont de leur bataille. Ils tenteront de convaincre l'enfant mort par suffocation, l'amputé des 2 jambes, le journaliste. Tous seraient, diront-ils, des terroristes. Donc c'est l'armée israélienne a tiré à balles réelles contre des manifestants à Gaza hier. Vous assumez? Regardez, je regrette beaucoup pour chaque être humain qui est décédé, n'importe quelle est sa nationalité, mais s'ils sont des terroristes, 55 terroristes viennent vers la barrière pour essayer de passer dans le territoire israélien. Les 55 Palestiniens tués hier par l'armée israélienne sont des terroristes? Ils sont tous. Et... Il y avait 8 enfants, dont un bébé. Quand une armée tire sur des civils, on appelle ça un massacre. Il y a eu des cas où on a tiré sur des Palestiniens, vu des cadavres, frappé, giflé des Palestiniens quand ils étaient amenés à la base, et je pourrais continuer. Mais en fait, ces moments où on entrait dans les maisons de gens en pleine nuit en leur prenant leur dignité, ce sont ceux-là qui m'ont vraiment affecté. Les Palestiniens qui affrontent main nue l'armée sioniste ne vont sans doute pas d'un pas joyeux et léger à la rencontre de la mort. Le peuple palestinien est un peuple digne. La dignité, cette caractéristique qui semble nous manquer et qui nous devient étrangère. Les Palestiniens réclament leur terre volée par ce gang au col blanc réuni au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les Palestiniens n'ont plus besoin de voir nos F-16 leur venir en aide. Ils ne nous attendent plus. Aurions-nous ainsi raté le train de l'histoire ? Honte à ceux qui se sont tus au moment où il fallait condamner et dire courageusement que la Palestine est la terre des Palestiniens et qu'El-Quds est leur capitale éternelle. Honte à ceux qui ont dilé et bradé leur passé et celui de leur peuple. Le
La journaliste Chérine Abou Akleh de la chaîne qatari Al Jazeera, assassinée par l'armée d'occupation sioniste, elle a été la cible d'un tir de sniper. Avec nous en ligne, Monsieur Philippe Lerude, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été président de la Fédération internationale des journalistes. Vous êtes avec nous à partir de Bruxelles. Monsieur Philippe Lerude, est-ce qu'il y a aujourd'hui une volonté délibérée de dissuader les journalistes de faire leur travail? Bien, écoutez, dès lors que la journaliste était clairement identifiée comme journaliste, et je pense qu'elle possédait bien un gilet pare-balles sur lequel il était indiqué presse, elle devait être protégée en tant que telle. Et si elle a été victime d'un tir volontaire, c'est évidemment pour l'empêcher d'exercer son métier et d'écrire ce qui se passait sur le terrain. Donc, il y a une volonté délibérée de faire taire ces journalistes qui font leur travail et qui dénoncent des états de fait souvent. Ben, écoutez, sous réserve bien entendu d'une enquête que je souhaite internationale sur ce qui s'est passé, cela ne peut témoigner que d'une volonté délibérée, non seulement de faire taire cette journaliste, mais aussi de peut-être inspirer la crainte à d'autres journalistes pour qu'ils continuent à exercer cette mission d'informer. Et c'est de toute façon tout à fait inacceptable, choquant, et j'ai vu des images qui à la fois m'attristent, et je veux assurer tous les proches et tous les collègues de cette journaliste de toute notre sympathie, mais qui m'irritent au plus haut degré, parce que la liberté de la presse est une valeur essentielle pour moi. Le porte-parole de la radio militaire des forces d'occupation a déclaré, là je le cite, Abou Akleh était en train de filmer et de travailler pour un média au milieu de Palestiniens armés, rajoutant, ils sont armés de caméras. Écoutez, qu'on parle de la caméra comme une arme, c'est à mon avis un aveu déjà significatif. On considère donc que les journalistes qui exercent leur métier sont des ennemis. Les journalistes qui travaillent dans une zone de conflit prennent des risques, évidemment. Mais autant, je déplore toujours, mais il peut arriver où une journaliste en zone de conflit soit victime d'une bombe qui tombe lors d'un bombardement, d'une mine qui explose sous un véhicule qui circule. Mais quand il est ou elle est victime d'un tir ciblé, ce n'est pas du tout la même chose. L'intention de tuer est très nette et l'intention de museler les médias est tout aussi évidente. La journaliste, comme vous le citiez tout à fait en début de cet entretien, Chérine Abou Akleh, portait son gilet pare-balles avec la mention presse, son casque, donc elle était dans des conditions imposées dans ce cas de figure. Est-ce qu'il y aurait eu une volonté délibérée pour la prendre pour cible? Je note que d'une part, cette journaliste a été tuée, mais qu'un de ses collègues a été également grièvement blessé. Absolument. Donc, manifestement, ce qu'on visait, c'était les journalistes. Or, déjà, les conventions internationales imposent de respecter les civils en zone de conflit, mais nous estimons, et la Fédération internationale des journalistes que j'ai présidée a mis en chantier une convention qui doit et qui ambitionne de faire reconnaître le rôle particulier des journalistes qui sont des civils, mais qui sont surtout des témoins, dont le témoignage peut être évidemment très gênant pour certains. Dans la majorité des cas, les enquêtes sont menées par l'armée. N'est-ce pas là un paradoxe? Écoutez, je connais un vieil adage qui dit que la justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. Dans le cas d'espèce, et je pense que le gouvernement israélien a proposé aux Palestiniens de mener une enquête conjointe, ça je n'y crois pas parce que la collaboration entre les policiers palestiniens et israéliens est difficile à imaginer. Je pense que seule une enquête internationale pourrait établir la véracité des faits. Qu'est-ce qui est aujourd'hui menacé, Monsieur Philippe Lerude? C'est la liberté de la presse de manière globale qui a été mise en cause. Dès que des journalistes sont assassinés et que, hélas, le plus souvent leurs assassins sont impunis, c'est évidemment des témoins qu'on veut faire taire. Et quand veut-on faire des témoins? C'est notamment quand on viole les droits humains. Absolument. Monsieur Philippe Lerude, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup, monsieur.
Je vous en prie. لن أنسى أبدا حجم الدمار ولا الشعور بأن الموت كان أحيانا على مسافة قريبة. لم نكن نرى بيوتنا. كنا نحمل الكاميرات ونتنقل عبر الحواجز العسكرية والطرق الوعرة. كنا نبيت في مستشفيات أو عند أناس لم نعرفهم. ورغم الخطر كنا نصر على مواصلة العمل. كان ذلك خلال عام 2002 حين تعرضت الضفة الغربية لاجتياح لم تعهده منذ احتلال عام 67. في اللحظات الصعبة تغلبت على الخوف. فقد اخترت الصحافة كي أكون قريبة من الإنسان. ليس سهلا ربما أن أغير الواقع، لكنني على الأقل كنت قادرة على إيصال ذلك الصوت إلى العالم. أنا شيرين أبو عقلة. Ont participé à ce programme Jacob Cohen, juriste, écrivain, militant antisioniste. Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités spécialiste des questions palestiniennes, directeur de la revue Confluence méditerranéenne. Makarim Ouibissonou, diplomate indonésien, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Palestine, c'était entre 2014 et 2016. Philippe Lerude, ancien président de la Fédération internationale des journalistes. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Sami Hahali. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. À très bientôt, Inch'Allah. Palestine, mon sens, ma boussole, ma devise, mon exemple, mon symbole, ma direction, ma route, mon emblème, ma logique, ma référence, mon modèle, là où je puise. Toute mon inspiration, mon énergie, ma foi, ma détermination. Un peuple, une terre qui force l'admiration. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de dire non, toujours debout. Malgré les exactions, les douleurs, les souffrances, les coups de bâton, toujours debout. Malgré les meurtrissures, jamais à genoux devant la pourriture. Palestine, ton courage est exemplaire, salutaire. Je t'envoie mes prières, Chab Palestine. Tu m'impressionnes, à la dialecte, n'aïe pas le microphone. Palestine, ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. Un Jazeeri, la résistance est en moi, et Mazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. Un Jazeeri, la résistance est en moi, et Mazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts. Moi j'ai pas suffisamment de vocabulaire pour te raconter à quoi ressemble l'enfer, te raconter Gaza et son calvaire, à quoi ressemble la vie après un raid militaire. Alors je tiens à mettre les choses au clair. Ma vision n'est pas humanitaire, ma position uniquement solidaire. Je suis toujours partial quand il s'agit de mes frères. Aucune ambiguïté, j'ai clairement choisi mon camp. Instinctivement pour les miens j'ai fait serment. Naturellement du côté de mes parents, du côté de mes ancêtres, du côté de mes enfants. Moi je suis du côté du dominé sans équivoque, du côté de l'oppressé, du côté du sans-voix, du côté de l'opprimé, du côté du tiers-monde et des peuples martyrisés. Palestine, ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. Un Jazeeri, la résistance est en moi, et Mazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. Un Jazeeri, la résistance est en moi, et Mazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts. Je ne suis qu'une conséquence, un résultat, je ne suis qu'un héritier. On m'a pas donné le choix, on m'a seulement transmis le goût de la liberté, la soumission, l'indépendance et la fierté. On m'a transmis la colère, la dignité, l'insurrection, la révolte, la combativité. On m'a transmis la vigilance et la lucidité. On m'a transmis l'algérianité, donc rien à foutre de ton droit international. J'ai pas besoin de tes références occidentales pour savoir qu'Israël n'est qu'une machine coloniale illicite, illégitime et illégale. Pour savoir que je déteste les nazis de Tsahal, ses acolytes et multinationales, tous ses alliés, ses complices criminels de New York, Buckingham, de Paris ou de Bruxelles. Palestine, ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. Un Jazeeri, la résistance est en moi, et
Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. Un Jazeeri, la résistance est en moi. Et Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. Un Jazeeri, la résistance est en moi. Et Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique, Huria. Un Jazeeri, la résistance est en moi. Et Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts. America is back.